À Windhoek, tout bascule en 11 heures. Conseiller. Quand deux phrases sèches font trembler un système centenaire appuyé sur les ressources africaines. Le contraste est brutal. Pendant que les écrans financiers s'affolent pour une variation de 3,2% de l'uranium, une présidente presque inconnue transforme un décret technique en avertissement continental. Mais que signifie vraiment ce basculement pour celles et ceux qui voient se superposer à la Namibie, le précédent d'Ibrahim Traoré et la promesse d'une souveraineté enfin prise au sérieux? Derrière ce communiqué froid, une simple décision commence à mesurer combien vaut réellement le droit de dire non. Si la journée de Windhoek a choqué autant d'observateurs, c'est parce qu'elle ouvre une promesse rarement formulée avec autant de netteté. Comprendre comment une décision administrative peut déplacer des milliards et redessiner l'équilibre de tout un continent. L'enjeu central, lire la souveraineté comme un risque maîtrisable, devient ici un prisme indispensable pour saisir ce que la présidente Nandinto a réellement déclenché. Les marchés n'ont pas tremblé uniquement pour une variation de 3,2%. Ils ont réagi à la possibilité que d'autres capitales suivent le même chemin et que les contrats scellés depuis des décennies cessent brusquement d'être intouchables. On pourrait se demander ici, et si le vrai danger n'était pas l'audace namibienne, mais la longévité d'un modèle qui n'enrichit personne sauf ceux qui l'ont conçu? Car derrière les discours diplomatiques, c'est la structure même des dépendances africaines qui vacille, les redevances trop faibles, les audits jamais publiés, les parts de valeur qui quittent le continent à la vitesse des cargos. Tout cela devient soudain visible, mesurable et contestable. Et c'est précisément cette visibilité nouvelle qui fait de la Namibie un précédent impossible à ignorer. La première révélation surgit dès l'aube. En seulement 3 actes précis, exécutés en moins de 11 heures, la présidente Nandinto transforme une crise latente en démonstration de souveraineté. C'était calculé. La seconde est plus dérangeante encore. Une variation de 3,2% sur l'uranium suffit à montrer que le pouvoir réel n'est pas dans les marchés, mais dans la main qui ose réécrire les règles. À partir de là, le décor s'ouvre. Windhoek paraît calme, presque somnolente, mais chaque geste dans les couloirs du palais présidentiel suit une chaîne de causes et d'effets que peu avaient anticipés. Le communiqué du matin, apparemment banal, cache en réalité des mois d'audits préliminaires, de consultations discrètes, de rapports techniques qui ont mis à nu les clauses léonines de contrats signés depuis les années 1990. Au fil des heures, l'éviction du vice-premier ministre et la reprise directe du ministère des Mines et de l'Énergie cessent d'être un simple remaniement. Elles deviennent l'ouverture d'un bras de fer méthodique. Dans les chancelleries étrangères, on relit les notes, on tente de comprendre comment une décision unilatérale peut ébranler des intérêts accumulés pendant un siècle. À Ouagadougou, le parallèle surgit sans effort. Ibrahim Traoré avait déjà montré qu'un pays considéré comme périphérique pouvait déplacer des lignes en refusant d'être traité comme un fournisseur muet. Là où lui avait utilisé la force militaire pour briser l'ancien cadre, Nandinto utilise la loi, l'administration et la précision procédurale. Pendant ce temps, les villages du Sahel et de la côte namibienne écoutent la même voix à la radio. Une femme de 72 ans qui parle de ressources comme d'un droit et non d'un cadeau concédé par l'extérieur. Les chiffres deviennent des repères. 30% de chômage, 46% pour les jeunes, des milliards qui quittent le territoire sous forme de dividendes et d'exemptions fiscales. C'est là que la question du début, la brèche ouverte à Windhoek, trouve sa première réponse. Lorsqu'un pays ose nommer la dépendance, il rend possible l'idée même de s'en libérer. Dans cette séquence accélérée, une figure s'impose naturellement comme guide. Nandinto, présidente au ton calme, dont la détermination tranche avec les habitudes politiques d'une région longtemps habituée aux demi-mesures. Elle ne se contente pas d'écarter un ministre, elle trace les premiers jalons d'une méthode où chaque décision est lisible, mesurable et reliée à un impact direct sur le terrain. Ce rôle de fil conducteur devient essentiel pour comprendre comment une réforme institutionnelle peut toucher des vies très éloignées des bureaux de Windhoek.
Le premier cas concret apparaît dans une mine d'uranium au nord du pays. Un superviseur, habitué aux visites sporadiques d'inspecteurs sous-financés, voit débarquer une équipe mandatée directement par la présidence. En quelques heures, ils examinent les registres de production, les clauses salariales et les procédures environnementales. Rien n'est spectaculaire. Pourtant, les travailleurs reconnaissent immédiatement ce qui change. Pour la première fois, leurs plaintes sur les cadences et les bénéfices qui s'envolent ne sont pas traitées comme une simple note de bas de page. Ce micro-événement, presque invisible aux caméras, marque le début d'un déplacement de rapport de force. Le second cas se déroule à des centaines de kilomètres, dans un village côtier. Une pêcheuse raconte comment les licences données à des flottes étrangères ont vidé la zone de ses prises. Lorsque le discours présidentiel annonce la révision de toutes les concessions depuis 1990, sa communauté comprend que ce n'est pas un slogan. Le soir même, des représentants locaux organisent une réunion improvisée pour recenser les pertes, les pratiques contestées et les impacts sur les familles. Là encore, l'effet paraît modeste, mais il signale l'essentiel. La parole jusque-là dispersée commence à se structurer. Ainsi, dès les premières heures, la réforme cesse d'être un geste abstrait. Elle produit des signaux tangibles, reconnaissables, qui ancrent la promesse politique dans la vie quotidienne. Tout commence par un communiqué bref, publié à 8 heures précises, qui semble d'abord n'être qu'un acte administratif. Une phrase annonce la destitution du vice-premier ministre. Une autre précise que la présidente reprend, provisoirement, le contrôle du ministère des Mines et de l'Énergie. Rien de spectaculaire, aucune emphase. Pourtant, dans les salles de marché, 2 lignes suffisent à déclencher la panique. L'uranium perd 3,2% en moins d'un quart d'heure. Les analystes appellent Windhoek, Londres, Pékin pour comprendre ce qui se trame réellement. À ce moment-là, personne ne mesure encore que la décision repose sur des audits préalables, sur des mois de préparation minutieuse et sur l'identification de clauses contractuelles si déséquilibrées qu'elles pourraient, à elles seules, justifier la renégociation. Dans les rues de la capitale, la nouvelle circule vite. Les radios communautaires reprennent les extraits du communiqué. Les journaux mettent en ligne les premières analyses. Et déjà le parallèle surgit avec le Burkina Faso. Ibrahim Traoré avait lui aussi déclenché un séisme par un geste que beaucoup jugeaient impossible. Questionner les fondements d'un ordre économique vieux d'un siècle. À Windhoek, certains reconnaissent la même audace, mais dans une version institutionnelle, calculée, presque chirurgicale. L'après-midi marque le point de rupture. Nandinto apparaît en direct à la télévision nationale, droite, immobile, sans note apparente. Elle annonce que toutes les concessions minières, signées depuis 1990, seront réexaminées, que les contrats considérés comme opaques seront publiés et que le pays assumera désormais le contrôle direct de son sous-sol. Les chaînes étrangères s'empressent de diffuser les images. À Johannesburg, les studios parlent de risques majeurs pour les investisseurs. À Bruxelles, on évoque la stabilité contractuelle. À Washington, on choisit le silence. Mais ce qui frappe le plus, c'est l'impact immédiat dans les zones d'extraction. Des mineurs racontent que, pour la première fois, les représentants d'entreprises étrangères semblent hésiter, téléphonent plus que d'habitude, annulent des réunions, demandent des clarifications juridiques. À l'intérieur du palais, les conseillers juridiques finalisent un ensemble de décrets complémentaires. Création d'une commission indépendante, obligation de traçabilité financière, compétence des tribunaux nationaux sur les litiges miniers. Chaque décision est préparée avant d'être annoncée, ce qui renforce l'effet de maîtrise. Dans les villages, le discours de la présidente circule par fragments. Patrimoine souverain, contrôle national, transformation locale. Ces mots ne sont pas recueillis comme des slogans. Ils sont entendus comme des réponses à des décennies d'impuissance. Les pêcheurs, les agriculteurs, les jeunes chômeurs reconnaissent leur réalité dans ces phrases simples. Lorsque la nuit tombe sur Windhoek, les répercussions se propagent au-delà de la Namibie. Les gouvernements voisins convoquent leurs ministres des mines. Des compagnies étrangères mettent en
en pause certains projets, les analystes révisent leurs prévisions de croissance. Les réseaux sociaux s'enflamment sous le hashtag #NamibiaRise, où des jeunes de Bamako, Dakar, Cotonou, Lagos associent dans un même élan les images de Nandinto et celles d'Ibrahim Traoré. Deux trajectoires différentes, mais une même idée: rompre le pacte implicite de dépendance. Les chancelleries étrangères tentent de rassurer. Elles parlent d'un cas spécifique. Elles évoquent des ajustements normaux. Pourtant, en interne, les notes diplomatiques décrivent un risque d'effet domino. Si la Namibie obtient ne serait-ce que 10 à 15% de revenus supplémentaires sur ses ressources, d'autres pays pourraient adopter la même stratégie. Dans les universités, les étudiants organisent donc des groupes de lecture pour décrypter les contrats miniers. Dans les mines, certains travailleurs se rapportent que les superviseurs étrangers se montrent plus prudents, plus attentifs. Dans les villages côtiers, les pêcheurs redoutent encore les mois à venir, mais admettent qu'ils sentent pour la première fois une forme de basculement. C'est dans ces répliques successives que se mesure l'ampleur réelle de la journée. La Namibie n'a pas seulement modifié un organigramme, elle a ouvert une brèche dans un système qui paraissait immuable. Pour comprendre la portée réelle du geste de Windhoek, il faut quitter le terrain des impressions et entrer dans celui des chiffres, car c'est là que la rupture namibienne devient la plus lisible. 3 données essentielles, toutes issues des rapports nationaux ou des statistiques officielles, éclairent ce basculement. Elle ne raconte pas seulement une économie, elle révèle les mécanismes qui ont façonné la dépendance pendant 3 décennies. Le premier chiffre, le plus souvent cité dans les débats publics, est celui des 2000 tonnes d'uranium extraites chaque année. Ce volume place la Namibie parmi les premiers fournisseurs mondiaux et constitue l'un des piliers invisibles de plusieurs puissances industrielles. Pourtant, cette apparente richesse n'a jamais tiré le pays vers le haut. Seule une faible part des revenus restait réellement dans le budget national. Ce paradoxe montre comment une ressource stratégique peut masquer un manque de redistribution durable. C'est autour de cette donnée que la présidente Nandinto fonde son argument de souveraineté. Si l'uranium est indispensable à d'autres, il doit d'abord être utile à ceux qui vivent au pied des mines. Le second chiffre renvoie à un autre secteur clé: 1,4 million de carats de diamants produits chaque année. Ce volume n'est pas marginal. Il alimente une partie significative de l'industrie mondiale de la joaillerie et du luxe. Pourtant, malgré ces quantités impressionnantes, l'emploi local dans la transformation reste infime. Les bénéfices nets rapatriés à l'étranger dépassent largement les redevances perçues et la chaîne de valeur demeure presque entièrement externalisée. Cette structure illustre comment un pays peut rester un fournisseur brut alors qu'il possède les ressources nécessaires pour créer une industrie plus rentable. Nandinto utilise précisément cet écart pour justifier l'obligation de transformation locale incluse dans les nouveaux cadres contractuels. Le troisième chiffre, peut-être le plus brutal, concerne les exportations globales du secteur minier. Plus de 5 milliards de dollars quittent chaque année le territoire sous forme de minerais bruts. Ce montant représente une proportion considérable pour un pays de la taille de l'Asie et de la Namibie, dont la population n'atteint pas 3 millions d'habitants. Ce n'est pas seulement un chiffre économique, c'est un condensé de décennies de déséquilibre. Cette fuite de valeur révèle l'absence d'un modèle capable de retenir la richesse à sa source et d'en faire un moteur national. C'est en réponse à cette réalité que la création d'une commission indépendante chargée d'examiner tous les contrats depuis 1990 prend son sens. Autour de ces 3 données gravitent d'autres éléments tout aussi révélateurs. Un chômage qui touche 46% des jeunes, une pauvreté qui concerne 30% de la population, des infrastructures souvent construites pour l'exportation plutôt que pour les communautés. Mais l'essentiel se joue ailleurs, dans la capacité du pays à relier ces chiffres à une stratégie. La démarche de Nandinto consiste à transformer des données longtemps considérées comme inévitables en leviers politiques, juridiques
et économique. En filigrane, cette approche quantitative sert à rendre visible ce qui ne l'était pas. Comment une économie riche en ressources peut devenir pauvre en résultats, et comment un simple décret peut faire émerger une nouvelle géographie de la valeur. La Namibie cesse alors d'être un cas isolé. Elle devient un miroir où d'autres nations reconnaissent leurs propres chiffres. Dans le débat public qui suit la secousse de Windhoek, deux thèses majeures s'affrontent, chacune portée par des experts, des diplomates et des économistes qui prétendent lire l'avenir mieux que quiconque. Ces positions, souvent caricaturées dans les discours médiatiques, méritent pourtant d'être exposées dans leur forme la plus solide, avant même d'être discutées ou réfutées. C'est précisément ce que permet l'exercice du Stillman. Comprendre la logique interne des arguments opposés, puis évaluer leur robustesse face aux faits établis dans la séquence namibienne. Le premier argument, largement relayé dans les chancelleries occidentales, affirme que la souveraineté économique risque d'étouffer l'investissement étranger. Selon cette ligne, la renégociation des contrats miniers ferait fuir les capitaux, réduirait l'emploi et affaiblirait une économie trop petite pour se financer seule. Dans sa version la plus solide, cette thèse précise que les infrastructures, les technologies d'extraction et les chaînes logistiques ne peuvent fonctionner sans des partenaires extérieurs puissants. Elle ajoute que les marchés n'apprécient ni l'incertitude, ni les gestes unilatéraux. Dans cette perspective, la décision de Nandinto serait un pari risqué, susceptible de provoquer une contraction temporaire de la croissance. Le second argument, soutenu par plusieurs économistes africains, dénonce plutôt un nationalisme économique jugé dangereux. Selon eux, la rupture brutale avec un ordre contractuel établi depuis 30 ans pourrait alimenter une forme d'autarcie institutionnelle. Ils craignent que la reprise en main étatique devienne une déconnexion progressive des réseaux internationaux, isolant la Namibie et freinant ses opportunités de diversification. Dans sa version la plus cohérente, cette thèse défend que la souveraineté ne peut réussir qu'en partenariat avec les acteurs globaux et que la confrontation frontale risque d'enfermer le pays dans un rapport de force asymétrique. La réponse à ces deux arguments ne réside pas dans l'idéologie, mais dans les faits présents, dans la séquence analysée. Les données officielles montrent que malgré 2000 tonnes d'uranium et 1,4 million de carats produits chaque année, la redistribution interne restait dérisoire. Les 5 milliards de dollars d'exportation brute montraient une économie dépendante, incapable de retenir sa propre valeur. La réforme de Nandinto ne rejette pas les partenaires étrangers. Elle construit un cadre lisible où les contrats seront transparents, renégociés et alignés sur l'intérêt national. Les investisseurs ne fuient pas la stabilité, ils fuient l'opacité. Et c'est précisément l'opacité que Windhoek vient de briser. La ligne bouge enfin. Cette phrase, placée au cœur du discours présidentiel, marque le véritable midpoint. Le moment où l'histoire cesse d'être une succession d'événements pour devenir une bascule assumée. Nandinto ne se contente plus d'expliquer. Elle nomme publiquement ce que les contrats, les chiffres et les marchés avaient dissimulé. Elle affirme que la souveraineté n'est pas une posture morale, mais un mode d'organisation capable de modifier les rapports de force régionaux. Les caméras captent alors une nuance essentielle. Elles n'appellent pas à la rupture totale, mais à une réécriture méthodique des règles du jeu. À Ouagadougou, cette nuance résonne immédiatement. Ibrahim Traoré est cité dans plusieurs radios communautaires comme l'exemple d'un pays ayant choisi une autre voie pour reprendre le contrôle de ses ressources. Ce parallèle ne transforme pas la Namibie en copie du Burkina Faso. Il montre que deux stratégies peuvent poursuivre une même logique. Déplacer le centre de gravité du pouvoir économique vers ceux qui vivent au pied des mines. L'onde de choc s'élargit. Des étudiants namibiens reprennent la phrase de la présidente et en font un slogan improvisé. Dans les villages, les habitants y voient une promesse prudente, mais réelle, la possibilité d'un futur où l'extraction ne serait plus synonyme de fuite de valeur.
Les effets de la décision de Windhoek n'apparaissent pas d'un seul bloc. Ils se dispersent, se lient, se contredisent parfois, mais tous racontent une transformation déjà en cours. Pour les observer avec clarté, il faut les répartir en 4 cercles d'impact: national, diplomatique, nord-sud sociétal et régional, chacun révélant une couche différente de la recomposition du pouvoir autour des ressources africaines. Au sein du pays, les premières conséquences touchent les entreprises publiques et les travailleurs. Les ministères révisent leur budget pour prioriser les secteurs liés à la transformation locale. Les mineurs signalent que les superviseurs étrangers adoptent un ton plus mesuré, comme s'ils comprenaient que les pratiques anciennes ne seraient plus tolérées. Dans plusieurs villages, le discours présidentiel inspire une relecture des concessions passées. Des comités improvisés recensent les pertes, les promesses non tenues, les effets environnementaux. Ce n'est pas encore une révolution, mais une réorganisation du regard collectif, un déplacement du centre de gravité vers les communautés. Les chancelleries étrangères réagissent avec prudence. Pékin appelle au dialogue, Bruxelles évoque la sécurité des investissements, Washington reste silencieux. Pourtant, en interne, les notes diplomatiques reconnaissent un risque d'effet domino. Si la Namibie parvient à récupérer ne serait-ce que 10 ou 15% supplémentaires de revenus, d'autres pays pourraient suivre. Ce risque n'est pas abstrait. L'exemple du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré a déjà montré qu'une rupture assumée peut déclencher une recomposition régionale malgré les sanctions. Les analystes financiers, après un moment de panique, stabilisent leurs prévisions. La devise cède brièvement, 1,8%, puis se reprend. Le marché apprend, malgré lui, que la souveraineté peut devenir un paramètre plutôt qu'une menace. Dans les universités, les étudiants créent des groupes de lecture des contrats miniers. Dans les quartiers urbains, des jeunes débattent de la place réelle de la Namibie dans la chaîne de valeur mondiale. Hall. La souveraineté économique n'est plus perçue comme un discours patriotique, mais comme un mécanisme juridique analysable, mesurable, discutable. Cette transformation culturelle, plus lente mais profonde, marque la montée d'une génération qui n'accepte plus la résignation comme horizon. Les radios communautaires, en particulier, deviennent des espaces de contre-expertise où les habitants comparent leurs expériences aux chiffres divulgués par la présidence. Les pays voisins observent la Namibie comme un laboratoire. L'Angola, le Botswana, le Mozambique envisagent d'adopter certaines clauses namibiennes, notamment celles liées à la transformation locale obligatoire et à la compétence des tribunaux nationaux. L'Union africaine, jusque-là prudente, salue un exercice légitime de souveraineté. Les compagnies minières internationales réagissent par un lobbying intense, mais plus silencieux qu'autrefois. La présidente a verrouillé le cadre légal avant de parler, limitant les marges de contestation. Dans cette tectonique régionale, un fil revient constamment. Si la Namibie tient, la logique de dépendance pourrait enfin se fissurer sur plusieurs fronts. Ainsi, l'impact de Windhoek s'étend bien au-delà d'une décision politique isolée. Il redéfinit les possibilités d'un continent et transforme chaque réaction, nationale, diplomatique, sociale ou régionale, en pièces d'un même puzzle naissant. À ce stade du récit, l'avenir de la Namibie ne peut plus être lu comme une trajectoire unique. Tout indique que les 6 à 12 prochains mois formeront une zone de turbulence contrôlée, où plusieurs chemins restent ouverts. Chacun d'eux repose sur les mêmes données, les contrats, les audits, la réaction des partenaires. Mais leur combinaison peut produire des horizons très différents. 3 scénarios se détachent nettement, du plus probable au plus risqué, en passant par celui qui transformerait Windhoek en véritable point d'appui continental. Dans une autre éventualité, stabilisation négociée. Dans cette perspective, les compagnies minières ne quittent pas le pays. Elles renégocient plutôt une partie de leurs concessions en échange de garanties juridiques et de délais d'adaptation. Les nouvelles clauses, transformation locale obligatoire, transparence contractuelle, contrôle national, s'imposent progressivement.
Les marchés financiers, après une période de méfiance, réévaluent la Namibie comme un territoire prévisible, où les règles ne changent pas par impulsion, mais par méthode. Ce scénario maintient la croissance modérée, réduit légèrement le chômage et installe la souveraineté comme norme plus que comme rupture. Dans une autre éventualité, effet de contagion maîtrisé. Ici, la décision de Windhoek devient un précédent inspirant. D'autres pays riches en ressources adoptent des politiques similaires et les corridors économiques régionaux intègrent de nouvelles exigences communes. Audit public, transformation locale, juridiction nationale en première instance. Les investisseurs internationaux comprennent que la stabilité de long terme dépend d'un partage plus équitable de la valeur. La Namibie gagne en légitimité diplomatique, attire des partenariats. Sud-Sud et consolide un modèle qui prouve qu'il est possible d'extraire sans s'appauvrir. Ce scénario ferait de Windhoek un laboratoire cité et imité. Dans une autre éventualité, pression extérieure et reflux interne. Dans cette version, les arbitrages internationaux se retournent contre la Namibie, les capitaux ralentissent, la monnaie se tend. Les élites opposées à la réforme utilisent chaque difficulté comme preuve que la rupture était une erreur. Le chômage progresse temporairement, les projets d'infrastructure ralentissent et la présidente doit affronter un front intérieur déterminé à restaurer l'ancien ordre contractuel. Ce scénario ne signifie pas l'échec définitif, mais il montre le coût réel d'une transition menée sous contrainte. Recommandation de pensée. Plutôt que de lire l'avenir comme une prédiction figée, il faut l'aborder comme un processus. La souveraineté n'est pas un événement, mais une construction. Les 6 à 12 prochains mois dépendront moins du bruit diplomatique que de la cohérence interne. Audit appliqué, institutions renforcées, transparence maintenue. C'est sous cette cohérence, plus que les discours, qui décidera de la trajectoire réelle. Ce qui se passe en Namibie pourrait sembler lointain pour beaucoup, presque abstrait, comme une affaire de contrat, de mines et de décrets techniques. Pourtant, 3 cercles très concrets permettent de comprendre pourquoi cette histoire touche des millions de personnes, bien au-delà de Windhoek, et pourquoi elle résonne dans des contextes aussi divers que les villages côtiers, les capitales urbaines ou les diasporas dispersées à travers le monde. Pour ce qui est de ceux que l'on peut considérer comme ceux qui vivent sur la ligne de front, mineurs, pêcheurs, agriculteurs, tous connaissent intimement le décalage entre une terre riche et des revenus faibles. Pour eux, la réforme n'est pas un débat théorique. C'est la possibilité que l'argent extrait sous leurs pieds finance enfin des routes, des écoles, un dispensaire fonctionnel. Le geste de Nandinto leur parle parce qu'ils nomment ce qu'ils vivent depuis 30 ans. Pour ce qui est de ceux que l'on peut considérer comme la génération urbaine et connectée. Étudiants, jeunes diplômés, travailleurs précaires. Ils ont grandi avec la géographie numérique du monde, les graphiques sur les prix des matières premières, les débats sur la souveraineté. Ils n'attendent pas un héros, mais un cadre où leurs compétences auront un avenir. Pour eux, la renégociation des contrats n'est pas une manœuvre politique. C'est un test de crédibilité institutionnelle. Si le système change, leurs perspectives changent avec lui. Pour ce qui est de ceux que l'on peut considérer comme ceux qui observent depuis d'autres pays. Ils ne vivent ni à Ouagadougou, ni à Windhoek, mais ils reconnaissent une dynamique familière, celle d'un déséquilibre ancien entre capitaux mobiles et vie immobile. À leurs yeux, ce qui se joue en Namibie devient un miroir. Qui décide vraiment de l'utilisation des ressources? Que reste-t-il aux communautés lorsque les profits s'envolent vers l'extérieur? Cette histoire leur offre un cadre simple, mais puissant. Regardez les clauses, les chiffres, les contrats qui façonnent le quotidien. À travers ces 3 cercles, la décision de Windhoek cesse d'être un événement isolé. Elle devient une question adressée à chacun. Que fait-on, chez soi, des richesses de ce que l'on possède? Pour que la secousse politique de Windhoek devienne un changement durable,
Nandinto sait qu'un discours ne suffit pas. Il faut une méthode, une architecture de progrès capable de survivre aux cycles diplomatiques et aux pressions extérieures. C'est dans cette logique que la présidence structure une feuille de route en 5 étapes, chacune définie par un responsable identifié, une échéance et un indicateur mesurable. Cette approche rappelle certaines initiatives menées au Burkina Faso sous Ibrahim Traoré, où la souveraineté n'a gagné en solidité qu'une fois traduite en procédures concrètes. À ce moment-là, audit intégral des contrats, 0,3 mois. Le ministère des Mines pilote un examen complet de toutes les concessions signées depuis 1990. Indicateur, pourcentage des contrats publiés dans un registre accessible. Objectif, rendre visible ce qui ne l'a jamais été. À ce moment-là, renégociation progressive, 3-9 mois. Une task force juridique sélectionne les contrats prioritaires, ceux aux clauses les plus désavantageuses, et ouvre des tables de renégociation. Indicateur, nombre d'accords amendés avec transformation locale obligatoire.